vous, c'est une matière bénie, ça. Je sais pas. Installez-vous sereinement. C'est un sujet qui vient de plus en plus actif. On va pouvoir commencer pour essayer de tenir les Ah oui, horaires. oui, oui. On finira Ça, c'est entre 18h30, entre 20h30 et 20h45. À 21h, tout le monde sera libéré. Dont les intervenants, donc rapidement, Claire Chartier, ancienne rédactrice en chef à l'Express, et Pascal Perrineau, professeur des universités à l'Institut d'études politiques. Il a longtemps dirigé le CEVIPOF et c'est comme ça que, comme journaliste, j'ai été amené à le croiser beaucoup. Ses avis pertinents ont alimenté la réflexion, notamment sur la montée de l'extrême droite, qui est un des phénomènes de ces 20 ou 30 dernières années dans la vie politique française. Alors, on a choisi ce soir un angle un peu aiguisé, c'est-à-dire pourquoi une telle distance entre les citoyens et les politiques. Ça peut surprendre. Est-ce qu'on voulait, en proposant cet échange, désespérer les Français en proposant ce débat? Certainement pas. Le vote est un bien précieux et nos amis le diront peut-être aussi, et la dynamique démocratique est un trésor. Mais quand même, cette campagne est marquée par quelques hiatus. Des crises à succession, Covid, international, Ukraine, etc., qui empêchent le déploiement de la campagne. Des menaces d'abstention massives qu'aucune mobilisation sur le terrain ne vient démentir. Ces menaces existent objectivement à l'approche de cette présidentielle, et notamment chez les jeunes. Toutes les mesures lors des précédents scrutins à propos du vote des jeunes sont vraiment inquiétantes. Les 18-24 ans ne vont pas aux urnes et c'est à peine mieux pour la séquence d'âge suivante. Donc il y a un vrai sujet là, la participation des jeunes à ce rituel démocratique qu'est l'élection, et ça pose un problème. Donc menace d'abstention massive, et puis quand on regarde un peu dans le détail, une absence de véritable campagne pour des raisons diverses. J'ai évoqué à l'instant les crises successives, mais peut-être aussi à cause de la stratégie d'évitement du président de la République qui a choisi de gérer la crise, et c'est parfaitement légitime dans sa position de président de la République, mais ça a quand même quelques effets sur le débat démocratique à la veille d'une élection. Et puis, si on creuse un peu, il faut observer cette campagne telle qu'elle se déploie ces 6 derniers mois. On a passé la séquence arbitrairement, je dirais, jusqu'à Noël, sur des thématiques qui n'étaient pas véritablement au cœur des préoccupations des Français. J'en cite 2, la sécurité jusqu'à l'hystérisation, et puis aussi ces craintes déployées notamment par l'extrême droite autour du grand remplacement, et on l'a vu aussi plus largement dans l'ensemble de l'échiquier politique, des discours très durs à la fois contre l'islamisme, mais qui parfois dérivaient dans des pointes franchement assez agressives à l'égard des Français de confession musulmane. Donc cette campagne et la question du pouvoir d'achat qui revient maintenant, notamment sur l'effet de l'inflation, s'installe petit à petit, mais le débat n'a pas véritablement lieu, puisqu'encore une fois, il y a des sujets beaucoup plus graves qui nourrissent les inquiétudes des Français, leurs peurs éventuelles, etc. Donc la question qu'on va poser à nos invités ce soir, à Claire d'abord et puis à Pascal après, pourquoi et comment on en est arrivé là à leurs yeux? Pourquoi est-ce que cette campagne, hormis les gros traits que je viens de dessiner, patine à ce point? Claire. Alors, merci de me donner la parole. J'ai envie de commencer avec un petit épisode. Je vais commencer avec un épisode un peu personnel. J'ai très directement pris la mesure de l'ampleur des dégâts, si je puis dire, lors d'un dîner il y a 2 ans avec notre fils aîné, qui avait à l'époque 17 ans, et c'était, je pense, au moment des Gilets jaunes, et nous commentions l'actualité. Et il me dit, de toute façon, ta démocratie, j'y crois pas, ce sont toujours les mêmes qui tirent leur épingle du jeu.
Et il se trouve que peu de temps auparavant, j'avais lu un essai passionnant du politologue qui est allemand-américain Yascha Mounk, que j'avais fait venir moi dans les colonnes de l'Express lorsque j'y travaillais encore. Et j'avais été saisie par un élément qui mettait en exergue, c'était précisément le désamour des jeunes, tu l'évoquais à l'instant, pour la démocratie. Et là, il s'agissait pas seulement des États-Unis, mais je crois que le sondage couvrait un certain nombre de pays. Et c'est vrai que j'en étais restée stupéfaite parce que j'imaginais quand même que la démocratie, c'était quelque chose que nous partagions tous. Et je me suis dit que quelque chose de grave était en train de se passer dans nos sociétés libérales, que l'on croyait donc attaché à la démocratie comme, un peu comme l'arbre à ses racines. Alors, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, je sais que là, mon corréligionnaire en sait beaucoup plus que moi sur le sujet, mais il y a un certain nombre de données qui sont quand même intéressantes à souligner. Alors, il y en a certaines qui peuvent nous rassurer quand même. Les 3/4 des Français votent pour la démocratie, et le sentiment que le système démocratique fonctionne mal, il a assez nettement reflué depuis 2016, d'après la grande enquête Fracture française, qui est publiée régulièrement, je crois tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais plus. Et on est passé de 83% de Français critiques à 69% critiques envers la démocratie l'an dernier. Et je crois d'ailleurs que l'un des premiers effets, on en parlera sans doute, de la guerre d'Ukraine, c'est de remettre en lumière, pour la plupart des gens, le trésor, et c'est aussi le mot que tu employais tout à l'heure, que constitue notre culture et notre régime démocratique, et combien il est important en fait de le préserver. Mais sur le fond, évidemment, on ne va pas se voiler la face, la démocratie libérale, à l'évidence, ne répond plus aux aspirations des citoyens, et la conséquence de cela, c'est le désintérêt croissant de ces mêmes citoyens pour la vie politique telle qu'elle s'organise. Ça ne veut pas dire, à mon sens, qu'ils se désintéressent de la politique, mais telle qu'en tout cas qu'elle se présente. Et là, je vais vous citer une autre enquête très intéressante du Cercle de réflexion Destin commun. Il a publié une enquête donc, très, très récemment sur ce que pensent les Français et sur leurs valeurs. Et ce think tank, ce cercle de réflexion, a distingué 3 Frances. Une France tranquille, intégrée, une France polémique, c'est-à-dire contestataire, anti-système, et la France des oubliés, qui, elle, majoritaire dans leur recensement, elle représente 38% de la population. Et c'est cette France-là qui est particulièrement problématique. Elle est totalement désinvestie politiquement. Elle vit sur le mode du repli et de l'invisibilité sociale. Donc la question qui se pose, c'est en effet bien de savoir comment nous en sommes arrivés là et quels remèdes imaginer, appliquer pour faire advenir une démocratie qui soit adaptée à l'époque moderne, parce que n'oublions jamais que la démocratie, c'est quelque chose de vivant, et que donc, du coup, là aussi, parfois, on l'aperçoit à tort comme une espèce d'idéal, enfin, quelque chose d'une sorte de donnée figée, et c'est précisément pas comme cela, à mon sens, qu'il faut l'entendre. Alors, les raisons de l'actuelle faiblesse démocratique, on les connaît, crise de la représentation, défiance abyssale des électeurs envers la classe politique, sentiment chez les citoyens que le vote ne sert à rien, face à des dirigeants qui apparaissent totalement impuissants et puis qui finalement ne sont pas si différents les uns des autres, notamment en matière économique. Mais plus fondamentalement, à mon sens, il y a un vrai problème d'inadéquation aujourd'hui entre le fonctionnement du système politique et la façon dont les citoyens entendent exercer leur citoyenneté. Je pense que c'est vraiment là peut-être ce qui peut résumer un petit peu l'un des nœuds du problème. Alors, on peut en revenir aux sources, à l'histoire, parce qu'en fait, il y a toujours eu des problèmes, en quelque sorte, avec la représentation, cette idée qui fait aujourd'hui débat. Dès 1789, il y a 2 conceptions de la représentation démocratique qui, en fait, s'opposent, enfin, en tout cas, coexistent. Celle d'une représentation fusion, c'est le mot du constitutionnaliste Dominique Rousseau, c'est-à-dire que la volonté souveraine, elle appartient à la nation, ce n'est pas le peuple. Et puis, elle a une deuxième version qui est plus rousseauiste, en quelque sorte, et qui est elle-même évoquée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La souveraineté appartient aux citoyens de chair et d'os, qui n'ont donc pas besoin, dans l'absolu, d'intermédiaires pour les représenter et qui peuvent s'exprimer directement par le référendum. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les réseaux sociaux sont là,
ils ont quand même beaucoup changé la donne. Ils ne mettent pas seulement en péril la démocratie par leurs algorithmes, dont on sait qu'ils attisent toutes les passions mauvaises, puis qu'ils fomentent un séparatisme numérique qui fait que chacun est dans sa bulle, et donc voit la réalité avec ses lunettes et celles de sa tribu. Mais aussi, ces réseaux sociaux, ils confèrent à la parole du citoyen lambda une puissance d'interpellation en fait, dans le débat public qui est historiquement inédite. Ils mettent sur le même plan les propos, les opinions et les contenus des électeurs avec ceux des politiques. Donc, le français lambda peut s'adresser directement au président Emmanuel Macron, pas toujours dans des termes très flatteurs, on le sait, quand il veut, sur ce qu'il veut. Et en ce sens, paradoxalement, d'ailleurs, la distance, elle est abolie entre le politique et le citoyen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électeurs, ils ont pris l'habitude et le goût de parler en leur propre langue. Et on voit bien dans ce sens que l'idée d'une délégation du pouvoir, donc on vote pour un élu qui a pour mission de nous représenter, eh bien, elle devient de plus en plus difficile à concevoir et même à accepter. Et donc, que les exigences vis-à-vis de cette fameuse représentation, eh bien, elles s'accroissent d'autant. Et moi, ce qui me marque assez, c'est que j'observe que les responsables politiques ne semblent pas avoir pris toute la mesure de cette nouvelle donne, qui a pourtant d'énormes conséquences. Et alors, je vous en donne un exemple dans l'actualité très récente de cette campagne. Le refus d'Emmanuel Macron, on l'évoquait à l'instant, de débattre avant le deuxième tour. Donc, le président donne deux arguments. Aucun président candidat ne s'est jamais prêté à l'exercice. Et puis, un tel débat tournerait nécessairement au un contre tous, Emmanuel Macron se retrouvant évidemment systématiquement pris à partie sur son bilan par les autres, par ses rivaux, puisque les rivaux, eux, n'ont pas à défendre de bilan. Alors, c'est certainement vrai et tout à fait prévisible. Et puis, ses proches en donnent un troisième argument, qui influe aussi beaucoup probablement dans l'affaire, c'est que Emmanuel Macron ne va pas perdre son temps précieux avec la guerre en Ukraine à débattre avec des adversaires qui ne seraient pas à sa hauteur. Et nous voilà maintenant avec Marine Le Pen, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui refuse à son tour de débattre avec ses concurrents, loin derrière elle dans les sondages, et elle n'accepte par interlocuteur que Jean Castex, le seul ayant suffisamment de lustre à ses yeux pour débattre avec elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, ce sont les candidats qui décident eux-mêmes qui est à la hauteur de la compétition et qui ne l'est pas. Donc, les Français qui, eux, sont une majorité, d'après les sondages, à vouloir que ces débats aient lieu dans une campagne pour cette très chahutée, là, ils en sont pour leurs frais. Donc, comment s'étonner ensuite que les citoyens se sentent méprisés par la classe politique. Et donc, évidemment, ils n'aient pas forcément envie de s'investir dans cette vie politique. Alors, un autre exemple un peu plus ancien, celui-là, c'était celui de Jean-Paul Delevoye. Je ne sais pas si vous vous souvenez, belle carrière à droite, ex-président de l'Association des maires de France, puis du Conseil économique et social. Il est nommé en 2017 haut commissaire à la réforme des retraites. Il a l'image d'un responsable politique sérieux, engagé, honnête, et patatras. On apprend qu'il n'a déclaré que 3 mandats sur 13, alors que certains le placent en conflit d'intérêts évident avec sa fonction de haut commissaire. Alors, on a tout de suite entendu les pourfendeurs de la transparence, à la tyrannie, etc. Et évidemment, un acteur politique, il ne peut pas être totalement transparent, sinon il en perdrait en efficacité tactique. Ça, c'est bien entendu. Mais tout de même, et c'est là que je trouve qu'il y a une autre illustration de ce déni de la classe politique, c'est qu'on sait bien, et il y a de nombreuses études qui le montrent, et encore le CEDIPOF très récemment, dans le baromètre, il y a chez les électeurs une vraie demande d'éthique et d'exemplarité qui vient se greffer sur l'idée qui s'est installée au fil presque au fil de 2 décennies, du tous pourri, en fait. C'est cette fameuse idée qui fait le bonheur des humoristes et puis des parodies sur Internet. Et cette demande de transparence, elle est à ce point importante qu'une autre enquête qui vient d'être, alors là, qui date de quelques jours, auprès de 6000 personnes, réalisée par la plateforme citoyenne Make.org, le montre très bien. Ils ont demandé aux Français quelles étaient leurs priorités pour la France de demain. La première priorité à être sortie de la bouche que c'est sondé, ce n'est pas la lutte contre l'immigration ou l'insécurité, c'est l'exemplarité des responsables politiques. Donc, c'est dire l'attente des électeurs sur ce sujet et les désillusions
qui peuvent survenir quand ces attentes ne sont pas satisfaites, voire d'une certaine manière moquées parfois. Alors, cela posé, je pense qu'il faudrait aussi quand même que les citoyens s'interrogent eux-mêmes. Parce que c'est facile de taper sur la classe politique, donc je ne vais pas forcément m'adonner à ce petit jeu exclusivement, parce que je crois que, bon, d'abord, on sait très bien la responsabilité que nous avons chacun face à ces outils numériques et à cette logique absolument pernicieuse dont on peut s'extraire si on a envie et si on a un minimum de volonté pour le faire. Mais je crois aussi qu'ils ne mesurent pas l'impossible injonction à laquelle ils soumettent les politiques aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose... souvent, je me dis, quand on est élu, comment peut-on représenter, donc répondre correctement aux besoins, à la demande de représentation d'électeurs qui ont en fait des revendications qui portent à ce point sur leur situation particulière. Donc, on est sur... vraiment le primat à la singularité. C'est tout à fait ce qu'on avait constaté avec les Gilets jaunes, et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'ils n'avaient pas de figure qui pouvait fédérer tout le monde et puis lancer un véritable mouvement. Donc, en ce sens-là, c'était vraiment un mouvement contemporain, de contestation contemporaine. Et en fait, on est dans cette modernité nous a plongé dans l'âge des individus, et un âge dans lequel la logique n'est plus de se retrouver à combattre avec d'autres autour d'intérêts communs, mais de défendre son identité, c'est-à-dire sa singularité. Le sociologue Pierre Rosanvallon parle de communauté d'épreuves aujourd'hui, et ces communautés d'épreuves, elles se sont substituées aux partis, aux syndicats, qui, eux, ont le mérite tout de même d'organiser la revendication, de lui donner un sens et de transformer ces revendications en propositions qui viennent nourrir le débat public. Donc, comment parler à des électeurs qui n'ont plus d'affiliation partisane, qui ne se déterminent plus en fonction donc, des partis, mais des sujets, et qui ne se définissent plus systématiquement en fonction de l'axe classique droite-gauche. C'est quand même assez redoutable, a fortiori dans un temps où on est dans la quasi-immédiateté. Donc, je pense que de la même façon que les candidats à l'enseignement ou à la fonction hospitalière commencent à se faire rares, il ne faudrait pas que les candidats à la fonction élective prennent le même chemin, parce que, et on pourrait le comprendre d'une certaine manière, parce que ça devient véritablement un enfer que de se lancer dans ce bain-là. Alors, pour s'extraire de la NAS, il y a plusieurs pistes, et ça fait un bon nombre d'années qu'elles sont en étude. Bon, je vais passer rapidement sur le front institutionnel. Il y a cette fameuse idée de proportionnel pour les législatives. Alors là, il y a beaucoup de gens qui poussent Emmanuel Macron dans son entourage pour qu'il vienne. Peut-être y sera-t-il sensible s'il est élu, s'il est réélu. Il y a la prise en compte du plan. Sur le front des méthodes de consultation en tant que telles, beaucoup imaginent toutes sortes de formules qui pourraient associer davantage les citoyens aux décisions. C'est la fameuse démocratie participative dont on parle beaucoup. Alors, par exemple, pour vous fassiez une idée plus précise, les budgets participatifs, c'est-à-dire que les habitants sont invités à voter sur des projets en vue de leur adoption. La plupart du temps, c'est à l'échelle municipale. Il y a aussi le fameux référendum d'initiative citoyenne qui a été plébiscité par les Gilets jaunes et qui est repris par certains candidats aujourd'hui. Mais cette démocratie participative, elle gagne beaucoup à être enrichie d'une dimension délibérative. Ça me semble aussi intéressant aujourd'hui dans la réflexion de souligner cet aspect-là, parce que c'est quand même le cœur battant de notre système politique. Et il y a, dans ce domaine-là, il y a le meilleur exemple récent chez nous, c'est la Convention citoyenne sur le climat qui avait été mise en place par Emmanuel Macron, qui n'a pas simplement, bon, même si elle a été sujette à grief, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle n'a pas seulement donné la parole à des citoyens tirés au sort, c'est qu'elle leur a fourni des outils, les informations, pour qu'ils puissent élaborer ensemble des recommandations d'intérêt général. Et alors, juste pour vous éclairer davantage, il y a en fait cette formule de démocratie participative délibérative, elle est appliquée, je l'ai découvert il y a peu de temps, en Belgique, depuis 2019, 2 fois par an. Une convention réunit une 50aine d'habitants de la communauté germanophone tirés au sort. Ils sont chargés de plancher sur des sujets qui ont été choisis par un comité qui mélange élus et citoyens. Et puis, ce comité va assurer le suivi auprès des ministères concernés. Je trouve que c'est une idée intéressante. Alors, ces formules, elles comportent un certain nombre d'inconvénients. Elles requièrent un vrai soin dans la mise en application. On l'a vu à Paris avec le budget participatif.
Et puis, elle bute quand même sur un obstacle assez paradoxal, ce sont les citoyens eux-mêmes. C'est qu'on sait bien que ceux qui participent, c'est un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire les retraités, les diplômés, et les autres, au fond, il y en a un certain nombre, et notamment les actifs, ils se déchargent volontiers de la réflexion sur ces élus qu'ils dénigrent par ailleurs. Donc, on imagine mal que ces formules à elles seules ramèneront à la politique les 38% de désengagés dont je parlais au début de cette intervention. Et d'ailleurs, la sociologie politique montre bien que le vote, il est aussi dépendant de la façon dont on se situe dans la société. Et c'est par là que je voudrais terminer, c'est que moins on se sent participer à la conversation commune, moins on ressent l'envie, le devoir de voter. Donc, à mon avis, la focale sur cette question-là, elle doit s'élargir, parce qu'on tourne un peu tout le temps autour des mêmes sujets, et ils sont évidemment fondamentaux, mais je pense déjà on commence en fait il faudrait surtout penser plus large dans le sens où c'est tout un projet collectif en fait qu'il faut bâtir. Parce que j'ai parfois l'impression que l'attention que l'on porte à toutes ces initiatives et un peu à la machinerie en fait participative, eh bien elle fait perdre le sens véritable de l'enjeu qui est le nôtre, c'est-à-dire, et qui est le nôtre collectivement, c'est celui d'intégrer le plus grand nombre d'entre nous dans l'aventure commune. Donc c'est faire place en fait à tout le monde en reconnaissant mieux les talents, les mérites de chacun. Et cette inclusion-là, ce regard-là, il passe par plein d'outils. C'est pour ça que là, bon, ça paraît peut-être un peu vague de l'énoncer comme ça, mais je pense que ça passe par des choses très concrètes sur le terrain, par exemple, des élus. On a eu les élections départementales et régionales récemment, eh bien, beaucoup nous disaient, mais on ne comprend pas, on ne va pas voter parce qu'on ne comprend pas de toute façon ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font. Donc, associer les gens, faire peut-être plus de la pédagogie, organiser des rencontres, des lieux de rencontres, de mixité sociale, d'hybridation, je pense que c'est aussi une façon, on en parle assez peu, de lutter contre ce désamour envers le politique. Et je finirai par Yasha Mounk, dont je parlais au début, qui écrit dans son essai « Le peuple contre la démocratie », il écrit « À partir du moment où les citoyens sont devenus inquiets de leur avenir, ils ont commencé à percevoir la politique comme un jeu à somme nulle. » Donc voilà pourquoi il faut inclure tout le monde. Et je pense que cette phrase, elle est vraiment intéressante à méditer pour le sujet qui est le nôtre ce soir. Merci Claire. J'espère. Mais je vais poser à Pascal une question un peu provocante. À Sciences Po Célipof, vous avez été la vigie pendant une trentaine d'années, voire plus, de la vie politique française. Est-ce que vous arriveriez à la conclusion aujourd'hui, à la veille de cette présidentielle, que ça va vraiment mal? Bon, ça va mal. Ça va mal. Ensuite, on va essayer de remonter le moral. On va essayer de remonter le moral aux troupes, mais ça va mal. Je partage absolument tous les éléments que Claire vient de présenter, donc je ne vais pas répéter. Je vais essayer de me déplacer et d'ajouter peut-être un peu à la fois au phénomène de la complexité des causes qui amène cette prise de distance croissante vis-à-vis de la politique institutionnelle, de la politique représentative et de la crise même de la notion de représentation, et puis sur les solutions qu'on peut y apporter. Alors, je rajouterai deux ou trois choses sur en effet, les raisons de la crise. La crise est ancienne. Quand on regarde des données sur 40 ans, ça commence dans les années 80. Ça commence dès le début des années 80. C'est pas en même temps que la gauche arrive au pouvoir avec François Mitterrand. Et c'est largement lié à deux choses. D'abord, les années 80, elles viennent après la décennie de choc pétrolier des années 70, qui ont réintroduit dans le paysage français, dans la société française, un taux de chômage élevé, qui devient presque un chômage incompressible, un chômage structurel qui n'a cessé de se développer depuis. Et sur cette question qui est essentielle aux yeux des Français,
peu à peu va s'installer l'idée, surtout, deuxième facteur après l'alternance, qui a promis qu'avec la gauche, les choses iraient autrement, qu'on changerait de société, qu'on changerait de règles du jeu et que bien sûr toutes ces questions seraient réglées. Les Français s'aperçoivent 2-3 ans après que rien n'a changé, que ces questions fondamentales sociales ne sont pas réglées et que même les choses ont tendance plutôt à s'aggraver. Et apparaît et commence à apparaître un sentiment délétère d'impuissance du politique. Le politique qui était associé depuis l'après-guerre jusque dans les années 70 au domaine de la puissance sur la société et le devenir de la société, la politique apparaît de plus en plus ou commence à apparaître comme un théâtre d'ombre largement frappé d'impuissance. Et l'alternance, bien sûr, gauche-droite, fait que voilà, les Français ont l'impression qu'ils ont tout essayé. Ils ont essayé la droite dans ses différentes composantes, gaulliennes, giscardiennes. Ils ont essayé la gauche unie, la gauche désunie. Et pour eux, rien sur les fondamentaux n'a changé. Et la politique devient, en effet, le domaine de la puissance. Cela est renforcé par le fait qu'ils assistent en même temps à une dénationalisation de la politique. C'est-à-dire que la politique européenne devient une réalité de plus en plus quotidienne. 79, les premières élections européennes au suffrage universel direct, la progression de la construction européenne qui va mener bien sûr dans les années 90 au traité sur Maastricht, puis ensuite au traité constitutionnel européen en 2005. Donc l'impression qu'il y a une dénationalisation, que la scène politique nationale, qui est la scène coutumière, d'agrégation de nos préférences, de nos choix politiques, devient une scène qui a de moins en moins de pouvoir par rapport à d'autres instances, l'Europe, le monde, parce qu'en même temps se développent les instruments de la gouvernance mondiale, G7, G20, FMI, etc., OMC, voilà. Donc, les Français se disent, c'est un théâtre d'ombre, mais c'est de plus en plus un lieu vide. C'est pas fait pour vous mobiliser. C'est pas fait pour vous mobiliser, et le poison de l'abstention commence à s'installer. L'abstention, c'était, jusque dans ces années, il y a deux visages de l'abstention. Il y a une abstention qui est une abstention sociologique, qu'on n'arrivera jamais à réduire, mais qui représente, je crois, entre 12 et 15% des Français inscrits sur les listes électorales. C'est l'abstention des gens qui sont tellement loin, socialement, culturellement, de l'univers politique, du discours politique, en effet, que pour eux, c'est une langue étrangère. La politique est un monde totalement étranger, ils n'y comprennent rien, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est un abstentionnisme incompressible. Mais ce n'est pas du tout cet abstentionnisme qui a augmenté. Toutes les enquêtes les plus fines sur l'abstentionnisme montrent que ce qui augmente, c'est l'abstentionnisme des gens intégrés. Des gens qui ont des moyens sociaux, culturels, de comprendre la politique, de s'y impliquer, qui expriment même un intérêt pour la chose publique, mais qui disent, voilà, en dépit pourtant d'une offre proliférante, 16 candidats en 2002, cette fois-ci 11, enfin 10 une fois que Jean Lassalle, pivot essentiel, se sera retiré, voilà, eh bien, vous avez en effet, en dépit de tout cela, des Français qui disent, non, ça ne nous satisfait pas. L'offre par rapport à notre demande de politique, parce que ce sont des gens qui sont porteurs, cette offre ne nous satisfait pas. Et donc, nous nous retirons du jeu et nous nous retirons de manière durable. Et là, c'est étonnant, parce que l'intérêt pour la chose publique monte en ce moment, tout simplement parce que les Français ont peur. 93% des Français ont peur, vraiment, et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Donc, ils ont peur, donc l'intérêt pour la chose publique, tel qu'on le mesure à peu près tous les jours, ne cesse d'augmenter, mais la participation, elle, a plutôt tendance à baisser pour la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire, vous voyez, on est dans une crise qui est une crise profonde, qui est une crise profonde. Et alors, chez les jeunes au sens large, chez les 18-30 ans, mais ça prend des proportions gigantesques. Il faut savoir, par le mot régional, que c'est à peu près plus de 85% des jeunes Français qui n'y sont pas allés. Vous voyez, on dit la région, nouvelle collectivité d'avenir portée par des enjeux modernes du pape. Ça ne les intéresse, mais absolument pas. Absolument pas. Donc, ça, cette notion d'une politique à puissance, d'une politique qui est devenue un lieu vide, d'une politique qui est un théâtre d'ombre, n'a cessé de se renforcer. N'a cessé de se renforcer.
ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la crise des repères. On est dans une société, c'est vrai, de plus en plus d'individus. Ce que disait Claire est très important tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde politique, qui est tout de même un monde du collectif, pour penser l'avenir de la société ensemble, est assailli de demandes de plus en plus individuelles. Hein. Et donc, le métier devient presque impossible. Comment agréger cette somme de demandes complètement individuelles? De temps en temps, je vais avec des candidats ou des candidates dans des meetings, dans des salles. Les demandes qui leur sont adressées, c'est hallucinant aujourd'hui. Chacun parle de soi, de son petit problème. C'est absolument incroyable. Mais où est la pensée du collectif, quoi? Hein, voilà. Et quand on parle du collectif, c'est le collectif tribal, c'est la petite tribu à laquelle on appartient, qui est déterminée par ses comportements sexuels, par le fait qu'on est motard, le fait qu'on fait du patinage le soir à Paris. Enfin, vous voyez, c'est absolument, mais il y a quelque chose qui a profondément changé, hein, et qui est une demande, en effet, d'individuation croissante, de liberté privée, de plus en plus forte, et le mouvement continue. Mais le politique, c'est tout de même d'essayer d'agréger ça et de se poser la question simplement du vivre ensemble. Et comment on vit ensemble. Et ça n'est pas facile, les réponses ne sont pas évidentes. Donc, quelle que soit cette individuation, on avait jusqu'à une date récente des repères forts pour voter. Hein. C'est comme lorsque vous allez acheter une voiture, vous savez, il y a les gens qui sont Peugeot parce que papa achetait Peugeot, les gens qui sont BMW parce qu'on adore frimer en BMW, et les gens qui sont japonais parce que ce sont des gens sérieux. Donc, et vous achetez parce que vous faites référence à une marque. Hein. Pendant très longtemps, pendant 2 siècles, les marques, c'était la marque gauche et la marque droite. Voilà, avec des sensibilités à l'intérieur de chaque, mais c'était la gauche et la droite. Aujourd'hui, quand on demande aux Français de se positionner sur un axe gauche-droite, vous en avez encore à peu près 2 tiers qui y arrivent, plus ou moins de droite, plus ou moins de gauche. Mais enfin, vous en avez de plus en plus qui disent « moi, je suis ni de droite ni de gauche, je suis d'ailleurs, et puis votre question est stupide. » Voilà. Et puis, surtout, derrière cette crise des appartenances, quand vous posez la question aux Français, est-ce que les catégories de gauche et droite sont utiles aujourd'hui pour comprendre les grands enjeux du monde? Là, c'est 2 tiers des Français qui vont répondre non. Ils vous disent, attendez, ça ne sert plus à rien. Hein, Claire, vous disiez tout à l'heure sur l'économique, voilà, hein, qu'est-ce qui distingue profondément le gouvernement Jospin, qui est le gouvernement qui a le plus privatisé sous la Ve République, d'un gouvernement de droite? Secteur économique, ce n'est pas tellement évident. Sur les mœurs, voilà, la droite était un peu réticente, le mariage homosexuel, etc. Bon, tout le monde s'y met avec plus ou moins de bonne volonté. Voilà, bon. Mais vous voyez, voilà. Donc, la confusion entre la gauche et la droite, quoi qu'on dise. Alors, bien sûr, il y a des vieux réflexes. Ah, je suis d'une famille de gauche. Ah, je suis d'un milieu de gauche. Ah, je suis d'un milieu de droite. Jamais je voterai pour ces salauds. Mais enfin, on croit de moins en moins que, voilà, le salaud est en face. Bon, voilà. Donc, il y a une crise extrêmement profonde de ces catégories. Et il y a l'émergence lente et régulière depuis 25 ans, même plus, 30 ans, d'un nouveau clivage, qui est un clivage entre moi, ce que j'avais appelé la société ouverte et la société du recentrage national. C'est-à-dire que par rapport à des grands enjeux, l'Europe, la globalisation, les flux migratoires, vous avez des sociétés, et pas simplement en France, dans le monde entier, qui se divisent de plus en plus, non pas sur les catégories gauche-droite, mais sur la catégorie de celles et ceux qui sont persuadés que nos sociétés nationales ont plus à gagner qu'à perdre à l'ouverture, que l'ouverture soit économique, que l'ouverture soit politique, comme nous en Europe avec la construction européenne, ou que l'ouverture soit des sociétés de plus en plus cosmopolites sous les flux migratoires. Voilà. Hein. Il y a des gens qui vous disent, oui, bien sûr, ça pose des problèmes, mais à terme, on a tous plus à gagner qu'à perdre à cette affaire. Et ce n'est pas les gens de gauche ou les gens de droite. Ce sont à la fois des électeurs de droite et des électeurs de gauche. En général, d'ailleurs, plutôt la gauche un peu social-démocrate et la droite, ou bien de tradition chrétienne-démocrate, ou une droite modérée. Contre tout le reste. Travailler beaucoup plus par le souverainisme.
C'est-à-dire celles et ceux qui disent par rapport à cette ouverture, ça suffit. Ça suffit. Nous en voyons avant tout des effets pervers. Effets pervers au plan économique, la délocalisation, l'apparition de chômage absolument vertigineux. Là, j'étais en Auvergne récemment à Saint-Thior, mais quand je parle aux gens de Saint-Thior, c'est une vieille commune de gauche, encore communiste aujourd'hui, mais ils sont vent debout contre la globalisation, les habitants de Saint-Thior. Ils ont vu disparaître leur métier, leurs enfants sont obligés d'aller à Petra-Augsburg maintenant pour trouver un emploi, et un emploi extrêmement médiocre. Ils sont vent debout contre la globalisation. Vent debout contre la globalisation politique. Ils considèrent en effet que l'Union européenne, la gouvernance mondiale, ça leur a apporté beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et vent debout également contre la globalisation socio-culturelle, c'est-à-dire une société d'immigration. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, sur les rares emplois qu'il y a dans la région, eh bien oui, vous nous racontez, vous à Paris, qu'il n'y a pas de concurrence, c'est faux. Il y a une concurrence sur le marché de cet emploi rare avec des travailleurs qui sont issus d'immigration. Bien. Donc, et d'autre part, on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous, on a un sentiment de ne plus être chez nous. Voilà, de ne plus être chez nous quand on va dans les commerces, quand on va à la sortie de l'école chercher nos enfants, on n'est plus chez nous. Bon. Et quand vous savez, dans cette commune de paisible de Saint-Thior, en effet, ce qui n'existait jamais auparavant, une partie de la population, tout à fait minoritaire, mais une partie de la population qui aujourd'hui est de femmes jeunes, voilées, là, vous avez une espèce de focalisation de ces habitants de gauche, communistes, voilà, contre cet état de choses. En disant, ici, on est en France. Ils vous tiennent un discours qui est très proche du discours des lecteurs lepénistes, etc. Et vous êtes bien en peine de les stigmatiser, ces gens-là. Vous voyez, d'être là à dire, écoutez, mon brave, vous ne comprenez rien à rien, soyez un peu ouverts. Vous voyez, je dirais, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, on a un enjeu extrêmement fort. Et on a un clivage qui s'est installé. Et qui s'est exprimé à 2 reprises dans une France qui se casse en 2 là-dessus. Le référendum sur Maastricht de 92, que personne n'avait pris au sérieux, puis ensuite la réplique de 2005, où là, vous avez une France divisée en 2, qui n'est pas du tout une France de gauche et une France de droite. C'est une France du recentrage national, qui associe des électeurs de gauche et des électeurs de droite, plutôt de gauche extrême et de droite extrême, ensemble, qui vont ensemble voter non. Et des électeurs de gauche, plutôt socialistes modérés, de droite modérée, qui vont voter oui, qui estiment que l'Europe, surtout si c'est le point de dimension politique, eh bien c'est leur avenir. Si vous voulez, ça a fait, il y a eu des coups de semonce. 2002, la gauche n'est pas au second tour. Le fameux tsunami, il n'est pas au second tour. La gauche aurait dû se poser des questions sur pourquoi. Ensuite, vous avez, bien sûr, le coup de semonce de 2017. Non seulement la gauche n'est pas là, mais la droite n'est pas là. Et vous avez 2 candidats, Macron, Le Pen. Et à l'époque, on a beaucoup insisté sur les dimensions personnelles. Il faut voir les clivages qui est derrière. Ils ne sont pas là par hasard, surtout s'ils sont là encore dans quelques semaines. Là, il faudra tout de même se dire, il y a bien quelque chose derrière. Ce n'est pas le fruit du hasard. Bon, prendre ça au sérieux. Bon. Et en fait, vous avez quoi? Vous avez Macron qui cherche à se positionner, c'est une stratégie constante depuis 5 à 6 ans, comme le héros de la France ouverte, de la société ouverte, contre une Marine Le Pen qui tente, bien que ses origines soient des origines de droite extrême, mais vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, de se présenter comme le héros du camp du recentrage national et d'essayer de fédérer ceux qui, de gauche, de droite et d'ailleurs, considèrent que leur avenir, c'est plutôt l'avenir d'une France qui se recentrerait sur l'isolat national. Tout ça dans un contexte de guerre où, après le discours incroyablement optimiste de nombreux chercheurs de relations internationales et de sciences politiques sur la société internationale est en train de profondément changer, il n'y a plus d'État, c'est la société civile. Vous voyez, là, le retour à la réalité est plutôt sévère en ce moment. Plutôt sévère, j'ai envie de dire à mes collègues, écoutez, voilà,
la capacité prédictive des sciences sociales est en fait assez faible. C'est avant tout une capacité prédictive à se mettre le doigt dans l'œil et à tourner plusieurs fois. Hein. Bon. Donc, vous avez un contexte qui est là tout de même d'une crise du clivage gauche-droite qui fait que les gens, j'étais hier à Auxerre, hein, devant une salle très composite de gens, un peu de tous les milieux, voilà, qui étaient contents qu'il y ait un débat sur la présidentielle, ils étaient venus. Il y avait des gens de droite, de gauche, il y avait pas mal de gilets jaunes, hein, de ce qui reste, parce qu'ils ont fondé une assemblée populaire à Auxerre, qui se réunit tous les samedis pendant 6 heures. Donc là, ils y arrivent. Là, ils y arrivent, ça perdure, mais les représentants ne sont jamais les mêmes. Tous les samedis, on change de représentant. Hein, voilà. Bon. Et c'était extrêmement intéressant. Le sentiment dominant, quel que soit l'horizon politique des gens que j'avais en face de moi, c'est on ne sait plus où on est. On n'a plus de repères. On ne sait pas comment faire. On n'a plus le know-how. Hein, on ne sait plus comment faire. Hein. Une crise des repères, tout de même, absolument, mais impressionnante. Hein, impressionnante. Et des gens qui vont vers le vote en se disant on va voter pour lui ou pour elle, mais non, faute de mieux. C'est pas exaltant. Quoi. Donc on n'ira peut-être pas. Il y a plein de gens qui disaient on n'ira peut-être pas. Hein. Bon. Donc, c'est ça la situation, et chez les jeunes, c'est encore pire. Hein, la crise des repères, la prise de distance est encore plus forte. Alors, troisième et dernier élément que Claire a abordé, mais qui est très important, c'est nous sommes en France. Et la crise est, elle est partout en Europe, hein, mais elle est plus importante en France qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que la démocratie représentative, basée sur le mécanisme électoral, qui reste, je reprends votre conclusion tout à l'heure, qui reste tout de même, il faut bien en avoir conscience, la seule démocratie du grand nombre. Encore avec l'abstention, ce sont des millions de Français qui vont voter. Quelle est l'autre démocratie qui mobilise autant? Mais aucune, aucune. Hein? La démocratie participative, la démocratie délibérative, la démocratie manifestante, ça mobilise quelques centaines de milliers de personnes. Hein. Donc, voilà, la démocratie électorale a de multiples défauts, certes, mais elle mobilise encore des grands nombres. Hein. Ce qui n'est pas le cas des autres démocraties, même si c'est très important d'essayer de s'adapter à la demande démocratique aujourd'hui qui a beaucoup changé. Alors, essayons de revenir à nos moutons. Qu'est-ce que je disais? Démocratie représentative. Oui. Voilà. En France, en France. La spécificité française, c'est que dès le départ, lorsque les pères fondateurs de la Révolution française inventent la démocratie représentative, il y a un discours qui va se faire entendre très rapidement, qui est le discours que, au fond, la souveraineté du peuple ne peut pas être représentée. Voilà. Le peuple ne se représente pas. Rousseau le dit, d'ailleurs, presque comme ça, et ça sera répercuté en particulier par toute une série de thermidoriens, la frange la plus radicale des révolutionnaires, qui diront de toute façon, oui, la démocratie représentative, pourquoi pas, mais enfin c'est une démocratie très très imparfaite. La seule démocratie véritable, ça serait au fond une démocratie de type direct. La démocratie de l'agora, la démocratie permanente, ça c'est la vraie démocratie, celle qui ne ment pas. Hein. L'autre, elle ne ferait que trahir. Elle ne ferait... Et d'ailleurs, il cherchait à instaurer, pourquoi pas, le mandat impératif. Le mandat impératif, la réflexion sur le mandat impératif, c'est de dire, ben voilà, comme ils vont trahir, ben on va les rappeler dès qu'il y a le début du soupçon de la trahison. Hein, voilà, bon. Donc, ça, c'est le ver est dans le fruit dès le départ chez nous. Cette démocratie représentative, c'est vraiment une démocratie pour ces gens-là, cette sensibilité, faute de mieux. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait en refusant toujours toute forme de représentation? C'est parce qu'ils partagent, sans le savoir, ce rousseauisme. Ils le partagent, hein, ils le partagent, il suffit de les écouter, je les écoutais encore hier soir, c'est du rousseauisme sans le savoir. Hein. Pour eux, ils sont la France, la manif, c'est la France, l'Assemblée populaire d'Auxerre, c'est la France. Alors je leur dis, comme ils sont honnêtes, je leur dis, mais vous êtes combien dans cette Assemblée populaire? À 25. Je dis, écoutez, d'accord, ok, mais vous n'êtes même pas la population d'Auxerre. Ah, mais oui, mais nous sommes des citoyens engagés. Je dis, oui, mais enfin, les citoyens engagés, on va revenir à la notion de citoyen actif et de citoyen passif. Alors, il ne voit pas exactement ce que c'est, mais voilà, je veux dire, c'est tout de même très, très particulier. Hein. Et ça,
la démocratie représentative est beaucoup plus aisément attaquée dans ses fondements en France qu'ailleurs, à cause de cette tradition de très très longue période qui est très forte dans le milieu intellectuel. J'ai toute une série de collègues qui ont un attachement à la démocratie représentative, ils sont borderline. Il ne faut pas les pousser très loin, on peut considérer qu'il y aurait une vraie représentative, la démocratie des gens engagés, au premier rang desquels, bien sûr, eux. Voilà. Donc, vous avez ça, et je termine sur comment s'adapter, sur les solutions, un peu à... Alors, deux choses. Il y a quelque chose d'inquiétant, c'est la demande de dictature. La demande de dictature est là en France. Elle est là. 27% des Français considèrent que ça serait bien si l'armée dirigeait le pays. Vous voyez, ce n'est pas 7%, hein, pas 7%, c'est 27%. Et 38% disent qu'au fond, un homme fort qui se passerait des élections et du Parlement, ça serait pas mal. Vous voyez, on n'est pas très loin de ce qu'on peut appeler la dictature, parce que Zemmour appelle la dictature, non, la démocratie autoritaire. La démocratie autoritaire. Une variante de l'illibéral. Voilà, variante de l'illibéral, il a inventé un nouveau machin. Voilà. C'est la version française. Donc, voilà. Mais il y a une demande, et ça, c'est 38%. Et c'est beaucoup plus important chez les moins de 30 ans que chez les plus de 60 ans. Beaucoup plus important. Parfois, au nom de l'environnement, la préservation de l'environnement pour être efficace. Bien sûr, ce serait tellement plus efficace d'être Xi Jinping que de s'appeler Macron, quoi. Voilà, hein, parce qu'au moins, là, on pourrait, du nord au sud et de l'est à l'ouest, voilà, mettre en œuvre toute une série de processus vertueux. Donc, vous avez cette demande avec laquelle il va falloir tout de même faire, hein, parce que ou bien on arrive à faire évoluer ces jeunes citoyens vers d'autres modèles, sinon, vous voyez, le culte de l'homme fort va peu à peu revenir. La poutinolatrie rampante chez Mélenchon, chez Zemmour et chez Marine Le Pen, ça s'appuie sur une réalité. Ce n'est pas simplement trois gus qui, dans leur coin, délirent un peu. Hein. Ça s'enracine, hein, dans une demande. Le nombre de jeunes qui sont fascinés par Poutine ou Erdogan est loin d'être négligeable. Hein. Loin d'être négligeable. Bien. Alors, pour le reste, c'est-à-dire pour les gens plus paisibles et sérieux, qui ont envie que la démocratie ne soit pas dans son hiver, mais si possible, après avoir connu un déclin, dans son printemps, il faut réinventer. Et je crois que vous citiez tout à l'heure, Claire Dominique Rousseau, ce juriste intéressant, a inventé la notion de démocratie continue. Au fond, on est dans une société de gens très individués, certes, très consommateurs, certes, d'un niveau de diplôme et donc d'attente un peu exacerbé, mais qui ont plutôt envie d'une démocratie qui ne se cantonne pas aux grands moments de représentation électorale. Même si le mandat s'est raccourci, il faut, dans les 5 ans du mandat, même si moi je ne suis pas favorable au quinquennat, mais au septennat, mais ça c'est une autre affaire, je trouvais que ça faisait jeune, le quinquennat, que ça respirait démocratiquement. Quand on voit ce que ça donne, comme respiration démocratique, on fait mieux. Hein, voilà, c'est un peu raté. Bien, mais ça c'est un autre sujet. Donc, il faut de la démocratie continue. La démocratie continue, c'est la démocratie participative, à condition qu'elle ait un aspect délibératif. C'est-à-dire qu'on apprenne aux gens tout de même un peu à délibérer. Alors, c'est ce que le candidat tente de nous relancer avec ce fameux grand débat permanent. Là, on est au sommet de la démagogie, lui-même. Hein. Grand débat permanent, enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y aura pas de grand débat permanent. J'ai été garant du grand débat national, j'ai regardé ça de très près. C'est une démocratie de minorité. Il y a eu 2 millions de Français, hein, sur un corps électoral beaucoup plus important, des gens formidables. J'ai rencontré ça dans toute la France, j'ai assisté à 600 réunions. Donc voilà, j'ai vu ce que c'était de très près. Il faut voir l'utilisation qu'on a fait le pouvoir. C'était une utilisation d'un cynisme proche du cynisme absolu, hein, puisque tout ça est resté dans les tiroirs et ça n'a servi à peu près strictement à rien. C'est une occasion ratée quand même. Ouais, une occasion ratée. Une matière formidable, il était question de publier. Bien sûr, rien n'est venu. Rien n'est fait. Rien n'est venu, bien sûr, c'est le mensonge à la puissance. Ah, oui, non. Parce que quand on a vu ça, qu'on s'est. Moi, j'y ai laissé ma santé, hein, à faire 3 mois à parcourir la France dans tous les sens. Là, on se dit, point trop n'en faut. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Donc,
Voilà, espérons que le grand débat permanent sera autre chose. Qu'est-ce que ça a été le grand débat? Pour Emmanuel Macron, ça a été le show devant des échantillons de maires. Oui. Hein, mais ce n'était pas ça le grand débat. C'était des gens qui, dans des salles obscures, comme on est ce soir, accordaient 4 heures de leur temps à réfléchir à l'avenir du système des retraites, à l'avenir de la démocratie en France, etc. Et là, il y avait des choses… Je peux témoigner à partir d'une expérience personnelle. J'en ai un ami dans la commune à la campagne. C'était extrêmement intéressant parce que les clivages politiques disparaissaient. Quand on était sur les réalités locales, les gens de la France insoumise pouvaient parler des électeurs 40% en Bourgogne qui votaient Front National. Et on s'attachait au réel. Et c'était une expérience pour beaucoup fondatrice. Tout à fait. L'hybridation. Tout à fait. L'hybridation. Alors, il faut développer, tout en ne se faisant pas d'illusions, la démocratie participative et délibérative ne prendra jamais la place de la démocratie représentative. Ceux qui vous racontent ça mentent, ils le savent très bien. Parce que ce sont des démocraties de minorité. Quoi qu'on fasse, ça reste des démocraties de minorité et parfois de minorités actives, qui sont, là, comme vous avez dit tout à l'heure, Claire, toujours les mêmes. On les connaît, c'est toujours les mêmes qui attendent en général 1 heure du matin pour faire voter l'AG. Il reste 5 personnes épuisées et le peuple de la commune a décidé que, moi qui étais étudiant en 68, je vois très bien à qui on peut avoir affaire, c'est toujours les mêmes. Voilà, ils ont simplement un peu rajeuni, mais c'est toujours les mêmes. Bien. Krivine, paix à son âme. Voilà, mais c'était ça. Hein, voilà, c'était ça. Donc, c'est intéressant, mais il ne faut pas en attendre à l'alpha et l'oméga de la réponse à la crise de la démocratie. Et surtout, il faut inventer, ce que vous laissiez entendre, la manière dont on articule concrètement la démocratie participative et délibérative à la démocratie représentative qui, seule, a la légitimité, en dernière instance, de décider. Après avoir été éclairé par la démocratie participative. Il faut inventer la tubulure démocratique qui associe les deux. Sinon, on est dans la démagogie à l'état pur. Parler, puis on en fera ce qu'on veut. OK, hein? Non, le problème, c'est qu'il faut inventer les canaux. Hein? On peut très bien y réfléchir. Hein? Et on a des exemples, en effet, les Irlandais sont allés très loin, les Belges sont allés très loin, beaucoup en Europe du Nord. On peut inventer des choses sérieuses, mais il faut faire ça sérieusement, sinon on se fout des populations. Hein? Et puis, dernier élément, réinventer un usage, j'allais dire, mature du référendum. Sur de grandes questions, je pense en particulier, il faudra bien un jour que ce pays incroyablement centraliste se repose la question face à la crise de l'État d'une étape décentralisatrice décisive, c'est une grande question qu'il faudra poser un moment au peuple français. Hein, que voulez-vous pour l'avenir de vos territoires? Hein, est-ce que vous ne considérez pas que, par exemple, les pouvoirs locaux ont été beaucoup plus agiles au début de la crise de la Covid que l'État dans la réponse à la Covid. Si on avait attendu l'État, les masques ne seraient jamais venus, les centres de vaccination non plus, c'est les régions, les départements, les communes et les intercommunalités qui ont été à l'action et qui ont été beaucoup plus agiles que l'État central. Beaucoup moins pétri de certitude, certes, mais beaucoup plus agile sur le terrain. Donc, il y a des grandes questions comme ça, des questions également qui tardent, les questions éthiques comme la fin de vie. Moi, je n'imagine pas qu'on prenne des décisions aussi importantes sans consulter la population française. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il faut un vrai débat, etc. Mais on va prendre des décisions sur des sujets aussi graves, comme ça, par un vote à la sauvette, à l'Assemblée et au Parlement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je serais insurgé en tant que citoyen français que l'on fasse ça. J'ai envie de dire mon mot. J'ai des idées précises là-dessus, j'ai envie de dire mon mot et d'être entendu et d'avoir des avis contradictoires sur cette question. Donc, la réhabilitation du référendum est certainement, nos voisins suisses utilisent de manière très intelligente le référendum, les votations, comme on dit. Voilà. Il faut faire un peu de benchmarking et regarder aussi ce qui marche à l'étranger. Donc, voilà un chantier démocratique qui vaut la peine d'être vécu pour ceux, et ils sont heureusement une majorité, qui croient encore à la pérennité de notre système démocratique et qui croient que voilà, il est nécessaire de réinventer. Le problème, c'est que la campagne qui s'ouvre, étant donné les enjeux, la peur, hélas, n'abordera pas ces sujets.
Tout ça va être passé à l'as, mais dès l'élection, il faudra reprendre le métier. Déjà, elle est très entamée. Elle est très entamée, la campagne. Ah, oh là, c'est demain pour la campagne. Voilà. Enfin, le vote, c'est demain. Le vote, c'est demain. En fait, voilà. Merci Pascal. J'ai une remarque, si je peux me permettre. Il y a une forme de contradiction en fait, dans les aspirations des Français parce qu'en effet, ils veulent plus de participation, cette démocratie continue, qui est de l'horizontalité en fait. Et par ailleurs, ils s'expriment pour plus d'autorité. Donc là aussi, c'est aussi une difficulté qui est vraiment envoyée aux politiques, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi gérer les contradictions de ces citoyens-là. Elles s'expriment sur... Ils veulent tous au contraire. On sait très bien pour les services publics, enfin, on ne paye pas d'impôts, mais en revanche, il faut absolument mettre au pot pour le service public, ce qui est légitime. Mais sur cette question de l'autorité, je trouve que c'est assez contradictoire et problématique. Alors, peut-être ce ne sont pas les mêmes qui s'expriment pour, on s'imagine bien, mais il doit quand même y avoir des croisements. Et deuxième remarque sur cette campagne précisément, on sent aussi que effectivement les Français veulent, ce qu'ils disent dans les enquêtes, un président qui soit un président qui ait l'esprit de décision, qui décide et donc qui incarne en fait vraiment le principe d'autorité. Et là, ça contribue aussi à un petit peu effacer la campagne, parce qu'évidemment, la guerre d'Ukraine place Emmanuel Macron dans cette position-là même, dans cette stature, et en plus, il est très à l'aise. Du coup, c'est visiblement son rôle préféré. Du coup, là aussi, ça contribue à complètement saturer en fait, l'horizon du débat, parce que ça répond à une motivation profonde des électeurs, et puis ça rencontre l'actualité. Donc là, du coup, là, pof, tout est sidéré pareillement. Non, mais cette tension entre une demande de verticalité, d'autorité, il faudrait s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'autorité. Voilà. À quoi pense-t-il en fait? C'est pas l'autoritarisme. Par moment, la vraie autorité, c'est surtout pas l'autoritarisme. Et là, vous avez de temps en temps un président qui surjoue un peu. Quel est le besoin, par exemple? Posons-nous une question très concrète. Quel est le besoin de prendre toutes les décisions qui ont été prises sur la pandémie dans le sous-sol de l'Élysée, voilà, en formation de défense, comme si le pays était attaqué? Voyons. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur vous voyez, le refoulé de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on n'est pas là dans la posture de la verticalité, alors que Madame Merkel, franchissons le Rhin, elle était là dans son bureau avec les présidents des Länder, les présidents des groupes parlementaires, et elle prenait des décisions aussi efficaces ou aussi inefficaces que le président Macron. Donc, il y a là tout de même, chez Macron comme chez d'autres, dans cette posture de l'hyper-présidence, un surjeu de l'autorité verticale, ce qui n'enlève rien au fait qu'il y ait, oui, des demandes contradictoires et qu'on voit très bien de manière plus profonde dans les enquêtes européennes. Dans les enquêtes européennes, vous savez, il y a une enquête qui est fabuleuse qui s'appelle European Value Survey, EVS, qui est formidable parce que ça prend sur le très très long terme, depuis des décennies, l'évolution de ce que les gens ont en tête. Et le mouvement majeur, c'est le mouvement, un mouvement apparemment contradictoire. La demande de liberté privée, c'est-à-dire de liberté individuelle, de liberté personnelle, continue de manière inéluctable son chemin. On en veut toujours plus de liberté privée. Liberté privée quant à ses comportements sexuels, quant à l'issue institutionnelle que l'on peut donner à telle ou telle forme de couple, liberté privée sur le terrain moral, sur le terrain d'utilisation des drogues douces, voilà, ça va de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, je ne prononce pas sur le bien fondé, c'est un constat. En même temps, la demande d'autorité publique augmente. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre. Ben, ce n'est pas si bizarre que ça, parce que quand vous faites du non-directif, moi j'en fais beaucoup avec des électeurs, les gens se disent, en particulier chez les jeunes aujourd'hui, on en veut toujours plus de liberté privée, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis alors je vois de temps en temps dans ces réunions, c'est le jeune typique d'aujourd'hui, voilà, il y a un discours maintenant très convenu sur les sexualités polymorphes. On a l'impression qu'ils ont appris leur leçon. Ils vous récitent ça comme à l'école primaire. C'est très étonnant de voir apparaître tout ça. La valorisation de la sexualité polymorphe.
ça change dans le temps, dans l'espace. Voilà, très bien, très bien. On écoute ça attentivement. Hein. On peut choisir son sexe, etc. Ça devient une espèce de truc. On se dit, mais c'est vrai, ça devient lancinant presque. Bon, les libertés privées. Et puis en même temps, à bout d'un moment, tous ces jeunes s'arrêtent, ils disent, mais à force de demander tellement de libertés privées, ça devient ingérable, nos collectifs. D'abord, nos collectifs à nous, nos groupes d'amis, nos groupes de copains, ça devient ingérable, on va de crise en crise, parce qu'en effet, on part tellement de soi. Et puis, il y a ce que Ehrenberg appelle l'immense fatigue d'être soi. C'est exaspérant. Hein, l'impératif, sois toi-même, dès que tu as 3 mois, sois toi-même. Voilà. Ultra-tolérance. Ça s'accompagne d'une ultra-tolérance. Hein. Sois toi-même, mon petit, exprime-toi à partir de ton désir profond, etc. Alors que le gosse, il n'a qu'une idée, c'est qu'on lui explique comment faire, qu'il est un repère, quoi. Voilà, un repère dans tous les sens du terme. Hein. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ils arrivent sur du dur. Là, et ils se disent, en même temps, il faut tout de même réintroduire un peu d'ordre. Il faut un peu d'ordre dans l'espace public, ce n'est pas possible que chacun fasse ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Donc, il faut un peu d'autorité publique. Mais la demande n'est pas contradictoire. Ils partent du constat que le caractère exponentiel de la croissance des libertés privées rend la gestion des sociétés non pas complexes, mais de plus en plus presque impossible, sauf à réintroduire un principe vertical d'autorité. Voilà. Avec un discours très intéressant, disant si on est dans cet état-là, quand on commence un peu à engager le fer avec eux, à la fin, apparemment, si on est dans cet état, c'est quand même de votre faute. Hein, parce que vous êtes une génération de parents qui a démissionné, vous étiez beaucoup trop libertaire, etc. Voilà. Vous nous avez trop aimé. Voilà. Oui, vous nous avez trop aimé, vous avez, voilà. Tout le machin apparaît, donc ils sont infernaux. Ingérable, en tout cas. Ingérable. En tous les cas, merci à tous les deux. C'était très riche et je me suis intéressé à ces questions pendant l'essentiel de ma vie professionnelle. Je vois bien qu'il y a encore mille choses à dire. Avant de céder la parole à nos amis, je voudrais quand même poser une question. Dans votre exposé, et l'un et l'autre, vous avez évité cette question de l'effacement des corps intermédiaires. Alors, je ne vais pas refaire un débat sur les institutions, mais contre l'individualisation, quand existent des filtres qui font la synthèse des débats dans la société, on arrive à élaborer des discours, des propositions qui évitent, parce qu'elles ont été élaborées collectivement, la posture autoritaire des pouvoirs quand elles tranchent un certain nombre de questions. Moi, je pense que l'existence de corps intermédiaires, c'est des filtres utiles pour avancer dans le champ des réformes si on admet que la société française a besoin d'être réformée. Et les institutions, la pyramide du pouvoir en France, la nature même du régime, qui n'est ni parlementaire, ni présidentielle, ambiguë, puisque le président n'est responsable en rien et personne. Elle dépend de l'interprétation qu'on fait de la Constitution, en fait. Non, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Je ne suis pas en train de vous parler de 6e République, comme certains candidats, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout du système institutionnel français qui permet au président de la République de réunir des conseils de défense pour discuter de choses qui concernent l'ensemble de la société et qui ne nécessitent pas, comme vous l'avez dit Pascal, des dispositifs de cette nature? Bien sûr, bien sûr. Alors, sur cette affaire, je n'ai pas abordé la question, mais faut-il changer de République? Je ne crois pas, parce que tout de même, le péché mignon de la France, ça a été pendant 2 siècles, à chaque fois qu'il y avait un problème, changeons de régime. Et nous sommes un des pays du monde à avoir eu la plus grande instabilité. Regardez le 19e, quand les Français donnent des leçons aux jeunes démocraties, en disant comment, 20 ans après la chute du communisme, vous n'êtes toujours pas stabilisé, etc. Nous, on a mis un siècle. La République, elle est vraiment parlementaire, elle est vraiment admise à la fin du 19e avec le ralliement. Voilà. Bon, voilà, mais avant, on change de régime absolument tout le temps. La Seconde République dure 2 ans. Voilà, bon, voilà. Donc, on est vraiment mal placé pour donner des leçons, mais comme souvent en France, ça ne nous empêche absolument pas d'en donner au monde entier. Alors, la Ve République a en revanche besoin d'un rééquilibrage. Un rééquilibrage de 2 sortes. Il ne faut pas multiplier les réformes. Déjà, si les parlementaires s'emparaient réellement des pouvoirs qu'ils ont,
hein, et la Constitution Sarkozy a beaucoup contribué à développer les pouvoirs parlementaires, hein, les réformes de Sarkozy, on aurait déjà un régime plus équilibré. Donc les acteurs politiques eux-mêmes sont largement responsables de l'état de servitude volontaire, comme dirait l'autre, dans lequel ils se sont mis. Ça n'empêche pas qu'il faudrait, on puisse faire évoluer le régime. On pourrait faire évoluer le régime vers un système davantage vrai système présidentiel. Parce que quand vous regardez les vrais systèmes présidentiels à l'américaine, là, le président, il a face à lui, étant donné la séparation des pouvoirs, un véritable contrepoids parlementaire. Regardez Biden. Il est sans arrêt, heureusement qu'il a un certain talent de négociation, parce qu'il négocie depuis la nuit des temps, il est très habitué à ça, mais sans cette capacité de négociation, le président n'a pas beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Surtout quand il a une chambre comme lui, qui est un Sénat, une voix de majorité démocrate, etc. Bon, voilà. En France, ce n'est pas le cas. L'Assemblée nationale est totalement dans une position, oui, de servitude volontaire et de servilité, le doigt sur la couture des pantalons. Et comme on a un groupe parlementaire avec les macronistes qui est encore beaucoup plus inexpérimenté que tous les groupes qu'on a connus jadis, qu'ils soient de gauche comme de droite, qui avaient tout de même du métier, et qui pouvaient de temps en temps un peu rééquilibrer, là, c'est vraiment le pouvoir présidentiel qui écrase tout. J'ai été devant le groupe parlementaire, je ne devrais pas dire, parce que c'est des gens gentils, heureusement, ils ne sont pas méchants. Le groupe parlementaire de la République En Marche, mais je me disais au bout de 10 minutes, mais qu'est-ce que je fais là? C'est hallucinant. 3 ans, c'était 3 ans après leur arrivée au pouvoir, ils n'avaient strictement rien appris. Rien appris du métier parlementaire, et on sentait que ça ne les intéressait pas. Oui, ça ne les intéressait pas. Ça, c'est les néophytes. La politique, c'est aussi un métier, je m'excuse, c'est aussi un métier. Et d'ailleurs, certains vont pousser ça même jusqu'à ne pas se représenter là. Voilà. De toute façon, ils sont inconnus. Vous allez n'importe où en France, vous dites quel est votre député de la République En Marche, les gens sont incapables de vous répondre dans les 3/4 du temps, 9/10 du temps. Bon. Donc, il y a certainement un rééquilibrage à faire. Est-ce que c'est sous forme parlementaire, ça c'est la 6e République, version Mélenchon? Est-ce que c'est sous forme, comme l'avait proposé Jacques Lang à un moment, de passage à un régime présidentiel, ou est-ce que c'est simplement sur un changement d'attitude de nos parlementaires qui enfin prendraient au sérieux les pouvoirs formels qui leur sont accordés? Là, il faudrait changer vraiment profondément de personnel politique. Claire sur cette question. Je pense que la réponse est peut-être dans la dernière piste, parce qu'il me semble que la question institutionnelle des réformes ne passionne pas du tout les Français. D'abord, ils ne la comprennent pas. C'est vrai que c'est quand même un peu, ça fait un peu usine à gaz. Ces équilibres de pouvoir, c'est un peu complexe. Et par ailleurs, il n'aurait pu ne pas avoir dans la figure du président un super Premier ministre aussi. Donc, quelque part, ça répond aussi, là encore, à une certaine demande de leur part. Donc, ils sont eux-mêmes ambigus par rapport à ça. Donc, c'est extrêmement compliqué. Moi qui ai vécu en Espagne, par exemple, je vois bien qu'il y a une différence entre le chef du gouvernement, il y a le monarque, etc. Les équilibres étaient très, très, très différents. Et quand je suis rentrée en France, effectivement, j'ai été assez marquée par finalement ce qu'incarnait le président, le rôle qu'il a fait, avec cette marge d'interprétation qui est donnée par la Constitution, parce qu'après, est-il arbitre, intervient-il plus ou moins, le rôle du Premier ministre, la place du Premier ministre, tout ça est en fait un peu à la discrétion et à la personnalité du président en question. Et nous avons des Français et des électeurs qui, et là encore plus là dans cette campagne, qui vont voter pour une personnalité. Et donc, pas du tout pour... voilà, on est loin du Parlement et de ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire qu'ils vont voter pour une personne, une personnalité avec son esprit de décision, fermeté. Donc, ça sert totalement ce principe-là de vertical, quoi. Donc, OK. Voilà. On va prendre vos questions. Allez-y. Vous avez 2 experts de ces sujets autour de cette table. Et je ne voudrais pas insister lourdement, mais il y a quand même quelques enjeux à l'approche de l'élection présidentielle, dans la manière dont les choses vont tourner. Allez-y. Je vais essayer de parler fort. Oui. On ne fait pas circuler le micro. Je vais dire de mon point de vue, moi je me suis mis à la politique en 2017. Est-ce que j'ai remarqué que la réforme tellement illégitime, si vous voulez, on avait un homme, parce que je pense que c'est dans le gaullisme, c'est un homme, effectivement, je dirais après,
justement est en train de prendre le pouvoir. On sait comment il a perdu, hein, d'une façon totalement irrégulière. C'est quand même pas les juges qui doivent s'amuser à faire ce qui s'est passé. Et on a un président qui n'a jamais gouverné qu'avec plus de 30% des Français derrière lui. Normalement, le président, il a la majorité des Français au départ. Ça, c'est une première chose. Et une autre chose, depuis, j'ai lu le bouquin sur le général de Gaulle, Jackson, Oui. Et là, j'ai compris comment le général de Gaulle gouvernait. Et effectivement, vous parlez de dictature, peut-être, enfin, en réalité, c'était en fait un monarque élu de la 5e République, et il ne gouvernait pas du tout comme un autocrate. Pour les, comment dire, pour chaque question, il avait une pile de dossiers sur son bureau, en fait, des gens qui avaient plus d'intervention. Il discutait avec le Premier ministre, ensuite avec le ministre qui s'intéresse au sujet. Enfin, c'était tout. C'est quand même un peu comme Louis XIV qui, en général, se pliait à la décision du ministre, la majorité des ministres. En fait, on a une constitution qui avait très bien fonctionné, à mon avis, sous De Gaulle, et qui, bon, dont on a perverti le fonctionnement. Et quand vous parlez des histoires de société, les histoires de société, ça doit aussi passer par des experts, parce qu'il y a quand même on a quand même des règles d'éthique dans un pays. En médecine, on a les règles d'Hippocrate, tout ça. Donc, quand on veut faire comme on a fait avec les médecines, on fait une édition experts, et on écrit une loi qui tient compte des demandes, qui est une loi consensuelle, mais qui respecte on va laisser nos amis répondre. Mais il y a un biais dans cette nostalgie de la gouvernance de Gaulle. Peut-être que les temps ont changé, c'est ce que disait Claire tout à l'heure et Pascal aussi. On ne peut pas imaginer une France fonctionnant aujourd'hui comme après 62. Ah ben non, bien sûr. Non, mais là, si vous voulez, cette constitution de la Ve République, il ne faut pas la bazarder. C'est une constitution qui a pour elle de la durée. C'est une constitution qui est une constitution beaucoup plus souple qu'on veut bien le dire. Regardez, elle est allée jusqu'à la cohabitation. Elle a permis 3 phases de cohabitation qui n'ont pas été catastrophiques. Hein. La cohabitation, ça apprend à des gens qui ne sont pas d'accord à vivre ensemble. Moi, je trouve que c'est une vertu essentielle. Simplement, il faudra revenir, mais on ne va pas engager ce débat parce que c'est un débat très pointu, il faudra revenir sur la pertinence du quinquennat et de l'inversion du calendrier des élections. Ça, c'est une décision qui, de mon point de vue, est une décision qui a eu beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. C'est d'ailleurs un peu étonnant qu'elle ne soit pas dans la campagne. Moi, ça m'étonne un peu parce que ce que vous évoquiez, c'est ça, la difficulté, elle est là, en fait, lorsque vous parliez d'une majorité qui, en fait, qui ne représente pas le pays. Cette majorité, elle suit en fait l'élection présidentielle, donc forcément, elle est en faveur du président, mais elle ne représente pas le pays réel. C'est pour ça que les gens vous disent que ça sera le même qui sera réélu. Voilà, donc il y a un effet de loupe qui est très chaud. Oui, on va accueillir d'autres questions. Il y a une dame ici qui souhaite intervenir. Oui, et puis dans l'ordre, là. Allez-y, madame. C'est pas non, mais Rousseau était chrétien. Alors, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est le marxisme a marché un temps, c'est des bouteilles principales. C'est pas quoi vous dire, mais je voulais vous dire. Je veux parler. Monsieur et madame. Oui, la question, c'est la question de la réhabilitation du rôle du Parlement. La question, c'est, je ne l'ai pas abordée, c'est la question de l'existence ou de la disparition des partis politiques. Parce que Gérald de Gaulle a obtenu quand même une discipline du parti, le vote, le mardi matin, les groupes politiques se rassemblaient, qu'est-ce qu'on vote toute la semaine, et on obéissait. Donc, d'une certaine manière, la vitalité parlementaire, c'est peut-être la 3e avec la République. Donc, il faut aussi s'interroger sur ce que nous demandons comme stabilité politique et comme vitalité. Mais là, on vient à la question qu'évoquait tout à l'heure Hermann Bain, c'est-à-dire comment, François nous disait, voilà, comment on fonctionne sans corps intermédiaires.
Hein. Et les principaux corps intermédiaires d'un régime démocratique sain, c'est des partis, des organisations qui prennent la suite, qui s'appellent peut-être autrement. Hein. Le Parti gaulliste a toujours refusé de s'appeler parti, mais c'était un vrai parti. En plus de ça, comme sur le terrain de la démocratie sociale, les syndicats sont en voie de disparition. Hein. 7% des Français sont syndiqués aujourd'hui. 7 à 8%. Vous vous rendez compte, hein, voilà. Donc, comment fonctionne un régime dans lequel il n'y a plus structuration des demandes par les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, les partis, comment fonctionne un parlement sans système de parti stable, hein, hiérarchisant les priorités, hiérarchisant les demandes, eh bien, ça ne fonctionne pas. Hein, c'est la situation actuelle. Et on débouche sur la création d'un espace que Claire a bien décrit au début, d'un espace politique extrêmement inquiétant, c'est-à-dire un espace vide entre des citoyens extrêmement individués et très hystérisés, et un président en haut de la pyramide qui nous fait croire qu'il a tous les pouvoirs, le président fameux jupitérien, mais qui en fait, plutôt que de donner la foudre, la reçoit essentiellement. Hein, voilà. Donc, cet espace politique est un espace politique, mais extrêmement inquiétant, hein, sans aucune structuration intermédiaire, et c'est cette espèce de ces pléthores de débats hystériques auxquels on assiste, en particulier sur nombre de médias. Avec des partis qui sont aujourd'hui très en peine d'élaborer, avec des propositions véritablement structurées. Peut-être celui qui le fait le mieux aujourd'hui, c'est Mélenchon, qui a quand même bien travaillé son programme. Franchement, c'est le seul, et on le voit d'ailleurs dans les échanges, parce que c'est assez cohérent. Mais la difficulté pour les partis, c'est que précisément, ils n'attirent plus. Donc, du coup, eux-mêmes ne sont pas incités du coup, à élaborer une vraie réflexion. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que je trouve que dans l'échange que nous avons, on mesure bien la nécessité que nous avons à repenser. Alors, c'est une formule assez bateau, mais repenser la démocratie, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de vivant. Et on mesure combien les choses vont changer en fait, dans notre échange. Tant de choses ont changé et qu'il va bien falloir quand même essayer de trouver une espèce d'articulation, tout ça. Les partis, ça n'est plus ce que c'était, ça ne redeviendra pas ce que ça a été, ça n'est pas possible. Donc, c'est à eux de se réinventer. Je ne sais pas s'ils resteront partis. Je disais tout à l'heure, et c'est quand même très, très signifiant, enfin, que les gens ne s'engagent plus dans des formations, ils s'engagent sur des sujets. Et ils font campagne et tout à coup, il y a une coalition d'intérêts de, bon voilà, on se retrouve et on s'engage sur ça, sur des combats en fait, particuliers. Madame, je vous donne la parole. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, il n'y a plus personne dans les partis et plus personne dans les syndicats. Donc, il faut trouver autre chose. C'est cette structure-là, ils sont vides. Il n'y a pas d'imagination. C'est vrai qu'il faut des corps intermédiaires, mais ce n'est pas cela qu'il faut trouver. Bon, ma question était pour revenir aux députés. Moi, en 2017, là, moi, j'étais assez contente qu'on sorte justement des députés politico-politicards et qu'on aille enfin trouver des citoyens. Alors, vous dites qu'ils ne connaissaient rien, ce n'étaient pas des professionnels. Peut-être, mais je trouve que c'était au moins des gens qui, on s'est dit, bon, alors effectivement, peut-être qu'on ne les a pas assez formés et tout, mais moi je trouvais que c'était une richesse que pour une fois, on ait des députés qui sortaient du citoyen lambda. La difficulté, je pense, c'est qu'Emmanuel Macron ne s'en est absolument pas occupé de ça. Enfin, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu les former, peut-être. Il aurait fallu aussi qu'il y ait une volonté de ce côté-là de la part de leur leader, en quelque sorte. Et il ne s'en est absolument pas préoccupé, vraiment pas du tout. Il ne s'est pas préoccupé non plus de l'élaboration d'une doctrine, d'une conscience collective de son groupe. Enfin, vraiment, il a laissé tout ça parce que, oui. Et donc, je pense que ça a dû beaucoup jouer aussi dans l'investissement. Attendez, je ne vais pas défendre les politicards. Deux remarques. D'abord, je n'ai aucun mépris, moi, pour le métier politique. Je n'ai aucun mépris pour les élus. Parce que je les connais depuis tellement longtemps, je vois le travail gigantesque qu'ils font. Et ils sont payés très, très mal. Parce que l'image des politiques, c'est effrayant. C'est tout en bas, quand vous avez la hiérarchie aujourd'hui des gens les plus rejetés. En France, vous avez les prostituées et les politiques. Les journalistes aussi ne sont pas très bien. Et les journalistes ne sont pas très bien placés, un peu mieux. Hein. Donc vous vous rendez compte, enfin, c'est un métier qui est un métier tout de même. Je voulais dire simplement une chose. Je suis contre l'interdiction du cumul des mandats.
contre l'interdiction du cumul des mandats. Je crois qu'en effet, il faut le contrôler, il ne faut pas multiplier les mandats, mais que cette interdiction du cumul des mandats a amené la création d'une classe parlementaire totalement hors sol. Ce sont des gens qui n'ont plus aucune connaissance des collectivités locales dans lesquelles on apprend le métier, on apprend à gérer des collectifs, on apprend à se confronter à l'altérité, etc. Vraiment, vous savez que le groupe de La République En Marche, vous dites de la société civile, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle société civile, c'est le Parlement le plus bourgeois que l'on ait connu sous la Ve République, le Parlement élu en 2017. C'est-à-dire c'est une société civile bien particulière qui a été élue. Et au moins, quand vous avez affaire à des gens qui ont appris le métier en tant que maire, conseiller départemental, etc., vous avez un autre profil. Un autre profil. Il suffit d'aller au Sénat. Je connais très bien le Sénat. Je m'excuse, mais les sénateurs discutent de manière beaucoup plus intéressante, en général, les projets de loi, que les députés. Vous avez des sénateurs, mais qui sont des puits de science sur certains sujets. Mais des puits de science, parce qu'ils ont des années de réflexion sur un sujet, d'expérience. Ils se sont nourris, ils sont allés à l'étranger, au Bundestag, ils sont allés au Cortés, ils se sont confrontés, vous voyez, ils ont un métier politique au sens le meilleur du terme. Ça fait des grands parlementaires. Vous avez comme ça, je n'en citerai pas à gauche et à droite, de très grands parlementaires. Vous voyez, quand vous avez ces gens qui sont issus d'une espèce de génération spontanée, très mal contrôlée, qu'on a sélectionné sur des CV qu'ils envoyaient, sur des CV qui sont envoyés. Voilà, tout à fait, presque sur LinkedIn. Ça donne quelque chose mais de déplorable, parce que l'Assemblée nationale telle qu'elle est, regardez sur les commissions d'enquête, l'épreuve de vérité, c'était la commission d'enquête sur la fameuse affaire Benalla. Ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale était proche du ridicule, et ce qui s'est fait au Sénat, où vous aviez une vraie commission d'enquête qui a fait progresser la vérité. Non, mais dans le cas d'espèce, c'était pas la nature des chambres, c'était la composition politique des chambres. La présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne se passe rien. De débat sur l'affaire Benalla, madame. Oui, mais j'ai plus la question que vous voulez poser. En fait, l'idée que j'avais, c'est que la société française est extrêmement individualiste. Ça tient peut-être au système d'enseignement. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai faite depuis longtemps. Et c'est pourquoi c'est difficile qu'il y ait des personnes qui soient dans les syndicats, dans les corps intermédiaires, etc. Parce que c'est d'abord moi, mon problème, enfin ce que vous avez très bien décrit, etc. Et ma question, c'est comment peut-on changer les choses? Voilà. Alors, est-ce qu'il faut changer le système d'enseignement, ce qui est en train de se faire petit à petit? Parce que je suis passée là près de l'école qui est dans la rue là-bas, là, et j'ai vu tout ce qu'ils faisaient maintenant en primaire. C'est fou, ils ont plein d'activités vraiment de toutes sortes, culturelles, etc., en groupe, oui, avec des débats, avec des échanges, etc. Ouf, enfin. Et d'ailleurs, là, vous soulevez un point intéressant, c'est la pratique du débat. Oui. C'est que c'est ça, la pratique du débat, ça permet quand même aux individus de se rencontrer dans un certain moment où il y avait une phrase que j'avais notée, que j'aime bien, de Myriam Oudalon, qui parle de la démocratie et qui dit la démocratie, c'est une manière d'éprouver un être en commun. C'est une belle phrase. Et en fait, voilà, l'exercice du débat, c'est quand même quelque chose de fondamental. Ça permet de retrouver, de mettre ensemble toutes ces singularités. À l'école, dans l'école française, c'est carrément inexistant. Absolument inexistant. C'est une certaine, un certain type d'école. Donc, là, il y avait du débat. Absolument. Alors, ça s'est un peu introduit quand même avec l'éducation civique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Donc là, quand même, il y a certaines... Mais les profs eux-mêmes n'ont pas tellement envie non plus. Donc, on se retrouve avec une culture qui est celle-là, et en plus, toute une myriade d'individus qui, effectivement, pensent à leur propre bien-être. Donc, vous voyez dans l'enseignement, si vous voulez, moi, je suis issu d'une famille de professeurs depuis plusieurs générations. Et de l'enseignement public et de l'enseignement privé, les deux. Et on a toujours, dans cette culture enseignante,
des gens extrêmement dévoués, mais qui considèrent en effet qu'on ne peut juger les individus qu'à partir de leurs prestations individuelles. Ouais. Hein, que toute forme de prestation collective, au fond, n'a pas de véritable statut. Hein, et donc, ça renforce énormément, tant que vous ne casserez pas ça, la compétition. Voilà, et que tout doit faire l'objet de notes. Moi, j'explique, mais même à Sciences Po, j'y arrive pas. Genre, écoutez, je vous en prie, faites-moi des cours sans notes. Il n'y a pas de notes à la fin. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir, et il n'y a pas de notes à la fin. Hein. Et on apprendra d'autres techniques pédagogiques que de faire l'éternel disserte ou l'éternel oral, etc. Eh bien, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on considère que je propose un peu n'importe quoi, que je suis un vieil original, voilà. Mais c'est peut-être une perversion de l'idée de mérite. Oui, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a alors qu'elle est en plus par ailleurs très raisonnable. Le comparatisme, on évoquait ça tout à l'heure, il faut regarder ce que font les autres. Aux États-Unis, on critique le culte de l'enfant roi. Mais regardez les jeunes Américains de 10 ans, quand ils sont en société, qu'ils ont des questions à poser, ils ne sont pas du tout les genoux en dedans et inhibés comme les jeunes Français qui sont passés par le système éducatif au mérite et à la performance. C'est-à-dire, ils ont été éduqués au questionnement, à l'empirisme aussi. C'est beaucoup moins dogmatique. Alors, le système éducatif américain, les projets aux États-Unis, l'enfant roi, ça a plein de défauts aussi. Mais sur cet aspect-là des choses, la comparaison est sidérante quand vous assistez au questionnement posé par de jeunes élèves américains, à des professeurs, à des rangers, à n'importe quoi, et vous verrez que c'est 100 fois plus vivant que ce à quoi on assiste en France. D'autres questions? Allez-y, allez-y, madame. Non, allez-y, allez-y. Est-ce que vous pensez que la société française est assez mûre pour enfin élire une femme présidente? Parce qu'elle n'est pas très en retard, cette démocratie, en n'ayant, je ne crois, jamais nommé à des postes régaliens des femmes sans se moquer d'elles, la première ayant été éducation, et nommer des femmes à des postes importants et qui soient plus visibles que, par exemple, Madame Parly, qui est remarquable au niveau de son ministère d'Armée, et dont on ne parle jamais. Non, si vous voulez, moi, quand vous regardez les enquêtes, aujourd'hui, l'idée d'une femme présidente ne pose plus de problème, sauf à une toute petite minorité. Bon, Sauf, excusez-moi, au niveau de ce qui se passe sur la campagne présidentielle, sur lesquelles presque toutes les femmes qui sont candidates sont dénigrées au niveau de la presse ou au niveau de leurs candidats ou des autres démarches de certains partis. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais, Je ouais, ne suis pas d'accord. Il y a des massacres sur plusieurs femmes. Oui. Alors ensuite, pour poursuivre une partie de ce que vous venez de dire, je ne crois pas qu'il y ait un bashing systématique de toutes les femmes parce qu'elles sont femmes. Regardez le traitement qui est accordé à Marine Le Pen, par exemple. En revanche, j'ai été choqué, je l'ai dit sur plusieurs antennes, j'ai été choqué par le traitement qui a été réservé à Valérie Pécresse après sa prestation, où là, véritablement, on jugeait un mode d'intervention publique d'une femme à partir des critères essentiellement déterminés par 2 siècles de meetings masculins. Hein, ce qui pose problème. Ce qui pose problème aussi parce qu'on aurait dû, étant donné la faible maîtrise qu'elle a de ce genre de mode d'intervention, on aurait dû lui faire faire autre chose. Parce qu'en débat, elle est tout à fait... Voilà. Elle a accepté cela parce qu'elle a été... Voilà, elle a été soumise à une influence, quoi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est elle qui a voulu, si j'ai bien lu, c'est elle qui a voulu cet énorme meeting au Zénith, c'est elle qui l'a demandé, elle voulait sa grand-messe. Elle était franchement absolument pas du tout faite pour l'exercice et elle était proprement ridicule, pardon de le dire. Donc, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on va s'interdire la critique. Je ne pense pas qu'il y ait eu... vraiment, je pense qu'on a jugé la très mauvaise performance de Valérie Pécresse à ce moment-là. Et en plus, elle récidive parce que ça continue. Lorsqu'on la voit encore il n'y a pas longtemps, c'est pareil par rapport à tous les autres. Il y a une émission sur un débat sur TF1 l'autre jour, pardon de le dire, mais elle était
elle aurait dû rester assise au lieu de marcher, par exemple, ce sont des choses très basiques. Elle était extrêmement empotée. Qu'elle soit femme ou homme en l'espèce n'a aucune importance. C'est que ça, une candidate à l'élection présidentielle qui a autant de mal à faire passer son message, qui est à ce point absolument empêtrée dans ses gestes et dans ses... C'est absolument c'est légitime que l'on critique cet échec de communication, tout simplement. Je ne crois pas qu'il faille chercher. Et encore une fois, Marine Le Pen, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup travaillé sur cette communication. Et vous remarquerez que durant cette campagne, elle est très, très peu critiquée sur ce qu'on a critiqué auparavant. On l'a traité de poissonnière, de je ne sais quoi, etc. Maintenant, c'est terminé. Je veux dire, on la critique pour ses idées, etc., mais pas pour le reste. Je pense que ma question n'est pas comprise. Alors, pardon. Non. Je suis sur des principes et je suis sur ce que vous avez fait tout à l'heure. Et ce que M. Perrineau fait de la même façon, c'est déjà quelque chose de plus général. Ce n'est pas personnalisé. D'accord. C'est en termes de mode de fonctionnement, de mode d'intervention. Est-ce que quelqu'un a le droit, en démocratie, de s'exprimer avec la façon dont cette personne s'exprime, sans faire référence à des codes qui, politiquement, ont pu pour l'instant marcher. Ouais. Ça peut être un code nouveau, dû à une façon de volonté nouvelle, qui, je pense, est liée à une façon de réagir en tant que femme qui va se dépendre beaucoup plus parce que le plafond de verre est beaucoup plus difficile à atteindre qu'un homme. Donc, elle va sans doute se présenter. Donc, c'est les aspects un peu sociologiques dont parlait M. Perrineau, par exemple, sur les jeunes, sur la façon dont ils réagissent, etc. C'est une question générale que je passe. Oui. Ce n'est pas du tout telle personne, etc. Oui, mais on a eu 4 candidats. Si je puis me permettre, vous posez... La façon là dont vous parlez, par exemple, de ce meeting, moi, je ne visais pas forcément cette personne-là. Je pense que ce que vous dites est très personnalisé et reviendrait à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens votent pour une personne, pour une personnalité. Est-ce que ce n'est pas un tort? Ah mais alors ça, c'est une question, mais le fait est que dans les campagnes présidentielles, franchement, c'est quand même souvent le cas. On sait bien qu'on ne lit pas les programmes. Pour ouvrir la réflexion à un propos plus général, sans parler de personne, je vais prendre 2 exemples. Le meeting à Versailles d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017. Il monte dans les tours, tout le monde célèbre ça, en disant quelle énergie, quelle force. Il était quasiment christique. Quand Ségolène Royal, dans la campagne précédente, monte dans les tours, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'elle a à monter dans les tours comme ça? Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose. Le mode d'expression politique est dominé par des schémas masculins, des formes de discours, une rhétorique dominée par le modèle masculin. Et là, votre remarque, moi je considère comme observateur de la vie politique qu'elle est très juste. C'est-à-dire, ce qui est valorisé chez les hommes est qualifié d'hystérie chez les femmes. Ça, c'est sûr. Mais le temps est peut-être que les femmes veuillent se couler dans ces codes-là. Ah oui, il faut changer. Voilà, une femme politique, elle doit peut-être effectivement se dire stop, je suis qu'elle s'assume. Voilà, et ne pas aller au zénith si ce n'est pas l'exercice qu'il faut. D'autres questions, Jean-Louis? Oui, poser une question, c'est parce que j'ai reçu récemment sur le marché quelques tracts de façon d'expression différente, un de Mélenchon, un autre de Valérie Pécresse. Oui, un de Valérie Pécresse et puis un autre du Front National, enfin du Rassemblement National. Il ressort à chaque fois, je parle sur les problèmes économiques, c'est toujours plus, demander plus à la caisse et moins à l'impôt. Alors, il y a tout un catalogue de nouvelles prestations et un catalogue de baisse d'impôts. Oui, bon, on ne comprend pas les citoyens pour des cons. C'est pour ça que j'ai apprécié l'autre fois à France Inter quand François Hollande a sorti froidement, mais lui, il est tout candidat. Je suis contre les baisses d'impôts.
Parce que là, les politiques sont ridiculisent avec ce genre de choses. Et deuxième question que j'ai pensée, c'est beaucoup plus ancien, sur la démocratie participative. Je crois historiquement, je ne suis pas un historien professionnel, mais enfin, j'en ai regardé d'à peu près beaucoup. La dernière élection qui était issue aussi d'une participation, d'une démocratie participative, ça devait être les États généraux de 1789. Parce que pour rédiger les cahiers de doléances, il a fallu se réunir, il a fallu discuter. Et finalement, il y a eu plus d'électeurs en 1789 que dans toutes les élections jusqu'en 1848. Il ne faut pas oublier. C'est un agrégé de maths qui vous le dit. Alors. Les chiffres sont incontestables. Ce que vous évoquez touche aussi au point de la cohérence, en fait, par rapport au programme, effectivement, à ce qu'on vous propose, et puis en même temps, pas de baisse d'impôts. C'est-à-dire que, effectivement, comment on finance tout ça et là, c'est aussi une des grosses difficultés, quand même. Et alors là, durant cette campagne, c'est quand même très, très, très manifeste. Ce manque de cohérence des responsables politiques. Et évidemment, les électeurs en sont parfaitement. Pour moi, le plus irresponsable, c'est le discours sur l'héritage. Ah oui, puisque complètement. Actuellement, toutes les propositions visent à réduire le poids de l'héritage, alors que les inégalités en France sont d'abord des inégalités liées aux transmissions du patrimoine. Donc, si on veut attaquer les inégalités, il faut poser la question de la taxation des Ce manque de cohérence contribue à troubler complètement en fait, la relation entre le citoyen et le politique. Enfin, je veux dire, si on ne peut pas, finalement, il y a une confusion qui s'introduit, effectivement, et donc on en revient à l'idée de confiance. On ne peut pas donner sa confiance à un responsable qui nous paraît manquer totalement de cohérence. Et sans parler, donc, ça peut se traduire par, en fait, il nous enfume. Mais je veux dire, la question, elle est bien là. Il y a une demande à la fois qui accompagne celle de la demande d'éthique, c'est celle de cohérence. Pascal. Bon, on atteint. Oui, ma question est vraiment latérale, c'est-à-dire ce n'est pas celle du citoyen à la politique, mais je pose une autre question, c'est celle de la décision politique, c'est-à-dire de type démocratique. Est-ce que la démocratie a besoin de la science? Parce que, je veux dire, nos démocraties sont liées quand même à des décisions qui supposent une prise extrêmement au sérieux du problème nucléaire, des problèmes sanitaires. Et donc, les débats, c'est très bien, mais comment voyez-vous qu'on puisse conjuguer les débats et les deux enjeux scientifiques qui sont des dimensions qui conditionnent vraiment les décisions quelquefois sur 50 ans, à long terme. Y a-t-il un moyen quelconque? On voit bien que sur certains sujets de ce type où la science, la vraie science, doit être mobilisée. En particulier, il y a eu, au moment du grand débat sur les OGM, en Europe du Nord, plusieurs, ce qu'on a appelé conférences de consensus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un instrument de démocratie participative extrêmement intéressant. On prend un échantillon, je crois que ça s'est fait beaucoup en Hollande, un échantillon de citoyens hollandais tirés au sort. On prend des scientifiques, on organise toute une série de réunions pour informer. On prend des représentants de l'appareil d'État, on prend des représentants des différentes forces politiques qui vont prendre la décision, par exemple, au niveau du Parlement, et on crée une situation qui est une situation de petit forum, où on met en discussion, on sonde avant et on sonde après, ce qu'on appelle le sondage délibératif. Et on s'aperçoit en effet que l'opinion sur le sujet évolue beaucoup après la consultation en particulier et la mise en regard avec les hommes et les femmes de science. Ça a fait évoluer, bien sûr, à la fois l'opinion des décisionnaires, l'opinion des gens tirés au sort,
bouge, en effet, après avoir été informé scientifiquement du dossier. Jusqu'à maintenant, moi, en termes d'expérience vue, j'ai assisté même sur un autre sujet, sur un sujet beaucoup moins technique, mais sujet de la peine de mort. En Grande-Bretagne, la BBC avait organisé exactement une conférence de consensus avec des acteurs de la peine de mort, des gens pour, des gens contre, des gardiens de prison, des médecins, des prêtres, des pasteurs, et ils avaient mis en débat, et ils avaient exactement utilisé la même chose. Ça avait duré une semaine de situation de forum, et où on se confronte à des gens, à des sachants, quoi. Parce que sur la peine de mort, il n'y a pas une opinion scientifique, bien sûr, mais il y a des gens plus ou moins sachants sur le sujet. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un reportage de la BBC qui est absolument passionnant à voir. Et donc, pour moi, quand on a besoin de mobiliser une approche scientifique, c'est ce type de formule qui est le plus pertinent. Voilà. Ces conférences de consensus. Mais là où je vous rejoins, c'est que, en effet, il peut y avoir besoin de prendre des décisions, effectivement, et on peut perdre un certain temps, on peut un petit peu éventuellement même s'enliser dans les. À ce moment-là, il y a des instances qui peuvent être mobilisées. Bon, je pense au climat, il y a un haut conseil pour le climat, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Mais là aussi, il faut une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'on met en place une instance comme cela. Ensuite, on tient compte de ces avis. Alors, ils sont rendus publics, mais il faut qu'il y ait, je pense, quelque chose que ça soit là, de ce côté-là, de la science ouverte, et puis ouverte aussi, alors, même si ce n'est pas mis en débat dans la société, que tout le monde soit conscient et connaissance de cette parole-là, de cette expertise-là, et ensuite, du coup, on comprendra mieux pourquoi les dirigeants sont guidés dans la décision. Parce qu'il n'y a pas de rejet des experts, véritablement, je ne pense pas, dans la population. On accepte tout à fait cette prééminence-là, en fait, au contraire, parce qu'on se rend bien compte que la complexité, elle est immense aujourd'hui. Ça participe d'ailleurs du sentiment d'impuissance, parce que les gouvernements, ils sont obligés de s'en référer à des instances supranationales. Vous parlez tout à l'heure de l'Europli, etc. Mais en même temps, on est bien obligé, vu la complexité de la MapMonde aujourd'hui, de sortir de son strict cadre national et donc de s'en référer à des organisations, à des sachants extérieurs. Donc tout ça, ça fait beaucoup de monde. Mais déjà, si on commençait par expliquer ça aussi aux gens, moi j'insiste pas mal sur la pédagogie, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient quand même rapprocher les citoyens de politique qui relèvent de cette dimension-là. Et je terminerai par l'exemple encore du Covid. Enfin, c'était patent. Alors non seulement ils prenaient leurs décisions en sous-sol avec leurs petits conseils, mais alors au bout d'un certain temps, à force d'entendre quand même les récriminations des gens, ils se disaient, bon, enfin, quand même, pourquoi on n'associe pas un peu les citoyens? Donc ils ont mis en place un conseil des citoyens dont on a entendu parler qu'au moment de la mise en place. Et puis alors après, plus rien. Donc là aussi, c'est vrai que franchement, c'est vraiment ce fiche du monde. Donc je pense que déjà, s'il y avait tout ce travail, tout cet effort de mise en lumière, finalement, de ce qui se passe, moi, peut-être suis-je idéaliste, je ne sais pas, mais je pense que ça contribuerait à rapprocher quand même les citoyens de ce politique dont on a aujourd'hui, envers lequel on aurait une défiance énorme. C'est plutôt les médecins. En Allemagne, si vous voulez, les décisions de santé, ça commence par les médecins hospitaliers, ça remonte au niveau du langue, et pour ce qui est du ministre fédéral, il ne fait que... Oui, comment il va être 21h, on est obligé de conclure. Je remercie Claire et Pascal pour leurs brillants exposés qui ont eu un débat riche. Merci à tous ceux qui nous ont... Merci à vous. Merci à vous qui étiez là. Alors, la campagne présidentielle va continuer à nous occuper. Le 20 avril, entre les deux tours, nous analyserons les résultats du premier et à travers les sondages sortis des urnes, comment est-ce que les Français ont voté par catégorie socio-professionnelle, par confession, par sexe, etc. Ça sera toujours très passionnant à voir comment les citoyens se sont répartis selon leurs appartenances. Voilà, ça sera l'objet de la rencontre du mercredi 20 avril. Et donc, ça sera après le premier tour de l'élection.
J'espère qu'on aura contribué non pas à vous aider à choisir, mais à aider à penser l'événement qui est maintenant dans moins d'un mois. À très bientôt, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Merci.